Dédougou sera au rendez-vous du 11 décembre prochain. Les travaux des chantiers se déroulent à la satisfaction du chef du gouvernement burkinabé et puis l'expertise du Burkina Faso dans la construction des routes sollicitées dans la sous-région. C'est le Bénin qui fait appel à la société Ebomaf pour un marché de plus de 40 milliards de francs CFA. Pour la troisième fois consécutive, l'État islamique exécute un otage, britannique cette fois. Pour punir l'Occident, Londres est révolté et entend traquer et punir les bourreaux. L'assassinat de l'humanitaire écossais David Hens mobilise la communauté internationale qui veut accélérer la coalition contre l'État islamique. C'est le menu du grand journal de ce dimanche. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Tout de suite, donc, direction la boucle du Moon pour une visite sur les chantiers du 11 décembre à Dédougou. Le constat général qui se dégage est que la cité de Bankoui sera bel et bien au rendez-vous des festivités du 54e anniversaire donc, de l'indépendance du Burkina Faso. Le chef du gouvernement qui était sur les lieux hier samedi est plus que satisfait du déroulement des travaux. C'est Francis Tien qui a suivi la visite du Premier ministre à travers les différentes infrastructures en construction. Cette visite à Dédougou, ville hôte du 11 décembre, a conduit le chef du gouvernement sur les différents chantiers prévus pour la célébration de la fête de l'indépendance. Place de la Nation, stade régional, cité des forces vives, salle polyvalente, la plupart des chantiers ont été passés en revue par le Premier ministre. L'ensemble des entreprises a fait vraiment un progrès extraordinaire. Le taux global d'exécution, je pense, doit se situer un peu plus de 50%. Alors donc je pense que c'est un sentiment de satisfaction, mais aussi nous ne devrons pas nous contenter de dire que nous sommes heureux, parce que tant qu'on n'aura pas livré les infrastructures, nous n'allons pas dormir. De la place de la Nation à l'université de Dédougou, en passant par le stade régional, la cité des forces vives, entrepreneurs et ouvriers sont à pied d'œuvre. À la place de la Nation, la tribune officielle commence à prendre forme. Un peu plus loin, les voiries urbaines prévues pour faciliter le trafic sont à un taux d'exécution de plus de 50%. Au stade régional, les différentes infrastructures sont aussi à un stade encourageant. À un échelon inférieur, la salle polyvalente présente également une physionomie acceptable. Cette salle de 1000 places servira de cadre idéal pour les rencontres. Sur les 310 parcelles attribuées au sein de la cité des forces vives, seulement 15 parcelles ne sont pas encore mises en valeur. Le site de l'université de Dédougou, situé à la sortie de la ville, route de Bobo, se trouve aussi à une phase de construction de son bloc pédagogique. Cette université viendra accroître l'offre en matière d'éducation. Les différents entrepreneurs en charge des travaux sont rassurants sur la question du délai. Nous estimons en tout cas, au regard des plannings, nous sommes dans les délais. Nous sommes dans les délais et les travaux avancent normalement. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les travaux soient livrés dans les délais requis, pour que les manifestations qui doivent se dérouler ici lors du 11 décembre puissent s'y dérouler sans embâche. Les travaux avancent correctement, nous sommes à 90% des travaux. Normalement, d'ici fin octobre, on compte finir tous les travaux. L'ensemble des chantiers doivent être livrés au plus tard en fin novembre et cette date se veut impérative. Le Premier ministre a ensuite rencontré le comité régional d'organisation du 11 décembre pour se faire une idée précise de l'évolution des choses. Des échanges à bâton rompu qui ont permis de faire le point de ce qui est réalisé et de ce qui reste à faire. Le résumé de la rencontre avec Francis Tien. À moins de 3 mois du grand rendez-vous à Dédougou pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, cette rencontre avec le chef du gouvernement vise à améliorer l'organisation du 11 décembre. En échangeant avec le comité régional d'organisation du 11 décembre, le Premier ministre a voulu l'encourager et s'imprégner de ses réalités. La rencontre a permis au comité régional d'organisation de faire le point de ses activités au chef du gouvernement. Des activités qui se résument au suivi des chantiers. Des chantiers qui sont à un taux d'exécution compris entre 40 et 50%. Dans l'ensemble, nous sommes globalement satisfaits. Vous savez que le chef de l'État avait décidé que dorénavant, il faut qu'il y ait des infrastructures qui se réalisent dans les autres provinces de la région. Mais je
donner des instructions pour que vraiment nous puissions assez rapidement réaliser ce qui peut être fait avant le 11 décembre. Selon le président du comité régional d'organisation, le dynamisme des travaux sur les différents sites est maintenu malgré un petit ralentissement passé dû à la saison hivernale. Pour que tout soit fin prêt en fin novembre, le premier responsable de la Boucle du Monde a souhaité l'accélération de certaines procédures administratives pour permettre certains travaux, notamment la réfection du bâtiment administratif, la construction de ronds-points et l'installation de la connexion sur certains sites. Malgré ces soucis, le président du comité régional d'organisation reste optimiste. Je suis animé d'un sentiment d'assurance. Je suis sûr que nous allons réaliser le 11 décembre vraiment à bon terme. Je l'ai dit parce que quand vous vous engagez et vous sentez qu'il y a un accompagnement, vous avez l'assurance d'aller de l'avant. Pour que la fête soit belle, Luc Adolphe Tiawa a invité les membres du comité régional d'organisation et les entrepreneurs à maintenir le cap. Autre point de l'actualité, le Congrès pour la démocratie et le progrès tient au référendum et poursuit la mobilisation de ses militants et sympathisants à travers le pays. Le dit référendum n'est pas encore convoqué, mais la campagne pour le oui bat déjà son plein dans le camp du parti au pouvoir. Ce 13 septembre, à la faveur d'un meeting à Manga, le CDP a encore fait l'apologie de la modification de l'article 37 de la Constitution. Oswald Gaëtan Segueda. Une foule en majorité féminine, des discours enflammés, une présence effective de chefs coutumiers. Le décor est CDP. Rien d'extraordinaire. Mais à moins d'un an de la présidentielle et un éventuel référendum dont l'évocation pollue l'atmosphère politique, les enjeux sont tout autres. Il faut baliser le terrain, rallier le maximum de citoyens à sa cause. Le CDP pense être sur la bonne voie. Tout le monde est prêt pour le référendum. Ce que nous demandons, c'est que le président nous dise seulement quel est le jour qu'il a choisi pour bénir ce Burkina Faso par le référendum. Mais il faut compter avec l'opposition qui mobilise autant. Le CDP l'appelle d'ailleurs au dialogue, même si le contenu de ce dialogue est loin de rapprocher les deux parties. Si on se remet vraiment sur les principes du jeu démocratique, on devrait arriver à un modus vivendi. Donc aujourd'hui, nous savons que vraiment, si tout le monde est animé de bonne foi, il n'y a pas de raison vraiment qu'on n'arrive pas vraiment à s'entendre. Donc nous avons espoir vraiment que ce dialogue va accoucher vraiment d'une position tout à fait consensuelle qui permette au peuple d'être consulté. Le CDP tient donc à son référendum et il l'a encore fait savoir, cette fois-ci à Manga, en mobilisant même ceux qui ne peuvent pas être consultés. Les coordinations du Kadiogo de l'association Un Burkina Nouveau pour la paix, la réconciliation et le progrès sont connues donc depuis hier. Il s'agit des coordinateurs de 5 sections issues pour la plupart du secteur informel qui ont été installés à la Maison du Peuple. La cérémonie au cours de laquelle des attestations ont été décernées aux autorités religieuses et coutumières en reconnaissance à leurs actions pour la paix et nous est relatée ici par Abdelaziz Yagibou. En avant pour un Burkina à l'abri de toute violence. Ce cri de ralliement lancé par l'association Un Burkina Nouveau pour la paix, la réconciliation et le progrès a mobilisé plus d'un acteur du secteur informel du Kadiogo. Des hommes et femmes visiblement déterminés à œuvrer aux côtés des initiateurs de l'association pour hisser très haut le flambeau de la paix au Burkina. Et pour plus d'efficacité dans l'action, ces adhérents du Kadiogo ont choisi de s'organiser en 5 sections. Les commerçants, les taximens, la section des artisans menuisiers, la section des métallurgistes et celle des artistes musiciens. Des regroupements coordonnés par des bureaux dont les premiers responsables sont ici officiellement installés par le président national de l'association Un Burkina Nouveau. Nous devons, dans notre domaine d'activité, promouvoir justement la paix et surtout développer des mécanismes de soutien et d'accompagnement sans distinction de religion, d'ethnie, de région et d'appartenance politique. On a coutume de dire que l'argent n'aime pas le bruit. Donc dans le monde des affaires, vous ne pouvez pas créer des richesses
tant que si vous n'avez pas une sécurité des biens, une sécurité des richesses que vous allez créer, et vous ne pourrez pas avoir aussi des investisseurs étrangers. Nous allons essayer aussi de sensibiliser tous les menuisiers que nous pourrons toucher, tous les menuisiers qui seront membres ou non membres de notre association, à tout faire pour garder à l'esprit que la paix est très essentielle. Une entrée en activité accompagnée par l'onction des garants de la tradition et des leaders religieux. Satisfait du président national de l'association qui attend de ses coordonnateurs et des bureaux qu'il dirige des pierres précieuses pour la construction d'une paix durable au Faso. La mobilisation était exceptionnelle et je pense que tout le monde a compris qu'il nous faut vraiment la paix dans notre pays afin de pouvoir construire et conserver aussi, j'allais dire, les acquis que nous avons depuis voici une trentaine, une quarantaine d'années. Et je pense que cette mobilisation va aussi interpeller les uns et les autres afin que nous puissions tous les jours parler de paix et vraiment construire notre pays. La violence, l'intolérance, l'exclusion et l'incivisme sous toutes ses formes doivent être bannis du comportement des hommes qui se veulent intègres, indique Yacouba Ouedraogo. Tout en promettant dans les jours à venir élargir davantage son champ d'action, le président de l'association Un Burkina Nouveau invite les Burkinabés à caresser au quotidien la fibre de la solidarité et du patriotisme. Les élus nationaux ne devraient plus avoir de difficultés dans la formulation des questions au gouvernement sur le mariage des enfants et l'implication d'enfants dans les exploitations minières. La rencontre organisée par le réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant pour renforcer donc les compétences dans ce sens a refermé ses portes à Ouagadougou en présence de Sylvain Vebamba. Une dizaine de recommandations et une banque d'une quarantaine de questions orales avec ou sans débat, des questions écrites et des questions d'actualité ont sanctionné ces 3 jours de formation des députés sur la formulation de questions au gouvernement relatives au mariage d'enfants et à l'implication d'enfants dans les exploitations minières à l'initiative du réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant. La plupart du temps, nous assistons donc à la conférence des présidents, à des discussions sur certaines questions qui sont posées parce que la formulation n'est pas celle qu'il faut ou bien au regard du nombre de questions. Et cet atelier a permis à tous les députés de parler donc de ces questions, de comment les formuler et de comment atteindre leur objectif en interpellant le gouvernement. À travers des communications sur les différentes questions adressées au gouvernement, la problématique du mariage d'enfants et l'implication d'enfants dans les exploitations minières, des travaux en atelier sur la formulation des questions et la simulation d'une plénière, les parlementaires ont renforcé leur capacité en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Non seulement sur le plan général, nous avons suffisamment d'éléments, mais de manière spécifique, à partir d'aujourd'hui, l'Europroden, mais bien sûr l'ensemble des députés, sont outillés non seulement pour mieux observer quelle est la situation dans nos populations par rapport aux 2 questions, mais également pour ramener et élaborer des questions pour interpeller le gouvernement. Cette formation qui s'est réalisée en partenariat avec l'UNICEF vise avant tout la promotion et la protection des droits de l'enfant. L'objectif était vraiment d'affiner leur capacité de négocier et de discuter au sein de l'hémicycle et aussi d'adresser au gouvernement, aux représentants du gouvernement, des questions clés, bien argumentées en ce qui concerne les problématiques douloureuses et difficiles que sont le mariage des enfants et les problèmes de travail dans les sites d'orpaillage. Il est également attendu la production d'un document didactique pour aider à partager cette expérience des Reproden et au-delà des députés burkinabés. L'association burkinabé des consommateurs de services de communication apporte sa contribution à la défense des droits des consommateurs qu'elle estime bafoués au Burkina Faso. Elle a organisé un panel sur la concurrence commerciale pour éclairer les lanternes sur la consommation des produits en général et des services de communication électronique en particulier. Bouma Ernest Nebier. Selon l'Association burkinabé des consommateurs de services de communication électronique, les qualités des services et des produits offerts par les entreprises burkinabées, surtout ceux offerts par le secteur de la télécommunication, se dégradent de jour en jour
et la plupart des entreprises ne respectent pas les droits des consommateurs. D'où ce panel pour susciter le débat sur ces questions afin que des solutions appropriées soient trouvées au grand bonheur des consommateurs. Au quotidien, vous aurez constaté que le consommateur est le plus brimé. Les entreprises sont là et vous avez vu l'intervention de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation où il a souligné que dans presque toutes les entreprises, il n'y a même pas un service juridique capable de répondre aux préoccupations des consommateurs. Et alors que les griefs les griefs foisonnent au quotidien dans notre pays. Il est grand temps qu'il soit mis fin à une telle pratique pour que le consommateur puisse être davantage en odeur de sainteté avec l'entreprise. Toute chose qui est de nature en tout cas à encourager la consommation des biens et des services dans notre pays et partant la croissance économique. Tous les panélistes ont évoqué dans leur communication les obligations des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la protection et le respect des droits de ceux-ci. Bon, les droits, il y en a 8, mais les plus, ils se valent, ils sont d'ailleurs interdépendants. Mais vous avez le droit au choix. Mais il faudrait que vous fassiez un choix judicieux sur la base des moyens dont vous disposez et également de la gamme de produits qui vous est offerte. Et pour cela, ça s'accompagne avec le droit à l'information, qui consiste à tout producteur de donner les spécificités de son produit, les qualités de ses produits, de dire exactement dans quelles conditions on doit utiliser ce produit et à quelles conditions on ne doit pas l'utiliser. Dire quel est le plus de son produit, pour moi. Ça, c'est l'information qu'il doit avoir pour choisir. Un autre droit, c'est le droit à la réparation des dommages causés par un produit que nous avons acquis. Quant à la communication de la BCE, initiatrice du panel, elle a porté surtout sur les griefs des consommateurs relatifs à la qualité des appels, à la messagerie, à la fourniture de l'Internet, au transfert d'argent par les opérateurs de la téléphonie mobile. Les clauses abusives insérées dans les contrats de consommation ont aussi été soulevées. La coopération Sud-Sud en plus que jamais en marche. L'expertise de Burkina Faso dans la construction de routes fait tache d'huile dans la sous-région. La société Ebomaf vient de décrocher un marché d'environ 44 milliards de francs CFA au Bénin. Le gouvernement béninois lui confie le bitumage d'une route longue de 71 km à construire selon les normes communautaires. Le lancement des travaux a eu lieu le week-end dernier à Lokassa. C'était en présence du président de la République du Bénin, Thomas Yayi-Boni. Si Sylvestre nous en parle. Le ministre des Travaux publics et des Transports béninois donne le top de départ des travaux d'aménagement routier dans le département de Mono-Koufo. L'entreprise Bonkongo Mamadou et Frères Ebomaf, société burkinabé spécialisée dans le génie civil, est chargée de l'exécution des travaux. Elle a 24 mois pour réhabiliter les tronçons communs Lokossa, Dorobo et bitumer la bretelle Zoué à Tiémé, frontière du Togo, suivant les profils techniques répondant aux normes communautaires. La route commun Lokossa-Dorobo, d'une longueur de 62 km, relie les villes de Komen, Lokossa et Togo et draine un important trafic, dont une forte proportion de poids lourds en provenance du Togo. L'état de dégradation très avancé de ce tronçon préoccupe à plus d'un titre non seulement les usagers du Bénin, du Togo et du Nigeria, mais également ceux des pays de l'Interland comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il y a diverses variantes qui ont été retenues pour la réhabilitation. Ici, on aura une chaussée de type mixte. C'est la première fois que nous le faisons au Bénin. Au Togo, nous en avons déjà l'expérience. Nous le réalisons d'ailleurs que ces types de chaussées. Et elles sont plus durables. Elles ont l'avantage d'être plus durables et d'offrir un meilleur confort aux usagers de la route. Nous avons une approche technique qui est basée sur la mobilisation d'un personnel compétent et la mobilisation du matériel adéquat qu'il faut pour assurer les rendements journaliers pouvant nous conduire au respect des délais contractuels. Ces projets d'aménagement des routes s'inscrivent dans la vision Bénin en chantier du président Boni Yayi. Il vient apporter une réponse urgente et durable à la dégradation de cette voie. Les cris de souffrance des populations devenaient de plus en plus alarmants quant à l'état de dégradation très poussé dans lequel se trouve la voie et nous ne savons plus à qui confier nos douleurs et nos supputations. Heureusement, par le charisme de son Excellence,
président de la République, le docteur Thomas Boni Yayi, le rêve officiellement est en train progressivement de se réaliser. Les travaux vont coûter environ 44 milliards de francs CFA hors taxes, financés par la Banque ouest-africaine de développement, par l'État béninois et par des banques commerciales établies au Bénin. Sur la base de ce partenariat stratégique que nous avons su mettre en place pour nous aider à réhabiliter complètement tout le réseau routier. Nous sommes en train d'insister sur l'amélioration de la performance des services de transport pour une forte, je dis bien une forte mobilité des personnes, des biens, des services et des capitaux. La réhabilitation et le bitumage des deux voies vont permettre de fluidifier non seulement les échanges entre le département des Mono-Koufou et les autres parties du Bénin, mais aussi entre le Bénin et les autres pays de la sous-région. L'objectif de ce projet est de contribuer d'une part à l'accélération et au renforcement de la construction routière de l'espace communautaire, mais aussi à l'augmentation de l'efficacité du transport routier en vue de stimuler le développement économique et social ainsi que l'intégration régionale. Ce chantier est le troisième que BOMAF obtient au Bénin par appel d'offres. Ces différents travaux ont toujours été suivis par le président béninois qui salue l'expertise de la société et l'engagement de son personnel. En plus du Bénin, cette société burkinabé qui célèbre ses 25 ans est présente aussi au Togo, en Guinée-Conakry et bientôt en Côte d'Ivoire. Et BOMAF poursuit ainsi sa dynamique sous-régionale en tant qu'acteur dans l'exécution des travaux routiers de qualité. Retour au Burkina Faso et on se fait une idée exacte des besoins et déficits d'investissement dans le centre-ouest et le centre-nord. Les deux régions ont servi de cadre pour une étude pilote sur la répartition spatiale et les services sociaux de base. Les résultats ont fait l'objet d'une rencontre de validation. Abdul Rasmanezongo. Les participants à la présente cérémonie vont examiner un rapport d'importance majeure. Le rapport découlant de l'étude portant sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base. La base de cette enquête a été l'implication de la géomatique, l'acquisition, le traitement, la production et la diffusion de l'information à référence spatiale. Le centre-nord et le centre-ouest du Burkina Faso sont les deux régions pionnières qui ont été concernées par cette enquête, dont voici les objectifs. Il y a une équipe d'enquêteurs qui a été sur le terrain et qui a sillonné tous les recoins des deux régions pour relever les coordonnées géographiques des différentes infrastructures qui existent sur le terrain. Et ces données-là ont été intégrées dans une base de données et projetées sur une carte géographique pour permettre, ce qui permet de mieux voir les situations de déficit au niveau des différentes localités. L'objectif étant de permettre de faire une situation, d'avoir une vue synoptique des infrastructures qui sont réparties sur le territoire national afin de faire ressortir d'éventuelles poches de déficit, ce qui devrait aider à mieux planifier les investissements futurs. Cette étude est menée sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances, un ministère chargé ici de la conception, du suivi et de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de planification spatiale. Prenons maintenant les nouvelles de la campagne agricole à l'Est. Le gouverneur de la région a en tournée de suivi de campagne dans les champs et parcelles dans le Gourma et la Tapoa a encouragé les producteurs et recueilli leurs suggestions. C'est Joël Tandambiga qui nous résume la sortie. C'est ici, sur le site de Yirni, qu'a débuté la visite du gouverneur de la région de l'Est, accompagné des techniciens de l'agriculture. Sur ce site, situé dans la commune de Tambaga, province de la Tapoa, Nyula Kankandjoa, producteur sémencier, exploite 18 hectares, dont 7 hectares de sorgho de la variété Kapelga, 5 hectares de maïs barca et 6 hectares pour les autres spéculations. Mon secret, c'est le fumier organique que je mets dans chaque fois. Et une fois semé, ton champ, il ne faut pas laisser plus de 3 semaines sans appliquer l'engrais. Autre lieu, autre spéculation. À Yobri, le gouverneur et sa délégation se sont rendus dans les bas-fonds rizicoles.
Ici, c'est 82 hectares de riz pluvial de la variété FKR 19 et Gambiaka qui sont emblavés par 80 personnes, dont 40 femmes. Cette tournée dans la province de la Tapua s'est achevée sur le site du secteur 5 de la commune de Diapaga. Là, c'est le champ de sésame de Daouda Zourmore qui est à l'honneur. Ce producteur exploite 10 hectares de sésame S42. J'ai fait une trouvaille qui m'a amené à utiliser des bidons avec lesquels j'ai trouvé des petits trous et par lesquels les grains de sésame passent en petite quantité. Et cela diminue le démarrage quelque part. Si à Diapaga, le mil actif, le maïs et l'arachide à cycle court sont au stade de la récolte, d'autres localités de la région de l'Est présentent une autre physionomie. À Komadougou, par exemple, dans la province du Gourma, les autorités régionales ont pu apprécier l'exploitation du groupement Palpourni où 22 producteurs se partagent 200 hectares de sorgho, de sésame, de maïs au stade des piaisons. Actuellement, on peut dire que la campagne agricole est bonne au niveau de la province de Gourma, Kompianga, assez bonne au niveau de la province de la Tapua, Komondjari et puis Alanyaya. Et nous avons espoir que si la pluviométrie atteint octobre, nous allons avoir de bonnes récoltes. À l'issue de cette tournée, une rencontre d'échange entre autorités régionales et producteurs a permis à ces derniers d'égrener quelques difficultés liées au manque de moyens financiers pour l'achat des intrants. Ils ont suggéré que l'État paie à temps l'argent de leurs semences. Dans les cascades de la coopération japonaise, elle donne la chance à tous les producteurs d'améliorer leur production. Plus de 400 tonnes d'engrais et de semences ont été mises à la disposition d'une centaine d'agriculteurs vulnérables. La distribution pour l'heure se passe bien. Un constat fait pour nous par Draman Kabouré et Simplice Barou. Pour la présente campagne agricole, la coopération japonaise et le gouvernement burkinabé ont mis à la disposition de 904 producteurs de la région des Cascades plus de 400 tonnes d'engrais et de semences améliorées. Ces intrants composés d'engrais GAEC2 et de semences de riz devront accroître les rendements agricoles des populations vulnérables. Au regard des résultats déjà obtenus, le Japon va continuer à appuyer la politique agricole du Burkina en matière de distribution des intrants au profit des producteurs. Nous avons constaté le très bon système efficace de distribution du ministère de l'Agriculture en collaboration avec Agrodia. Les engrais sont arrivés chez les producteurs à temps, donc nous apprécions beaucoup cela. Et aussi, la visite de champ nous a permis de voir les impacts vraiment positifs qui a fait augmenter même double de production. Parmi les bénéficiaires de l'opération dans les cascades figurent 3 producteurs du village de Tangora, un groupement de femmes productrices de riz de Sindou et les exploitants de la plaine irriguée de Karfigila. Le représentant des bénéficiaires salue les efforts du gouvernement burkinabé et de la coopération nippone et souhaite également la réhabilitation de la plaine irriguée de Karfigila. Nous souhaitons surtout la réhabilitation de la plaine, vu que la plaine a été aménagée depuis 1975 et elle se trouve vraiment dans un état défectueux. Des doléances qui seront examinées avec diligence, promet le directeur général des productions végétales. Il y a une réflexion au niveau du ministère en termes de stratégie en matière d'intrants et d'équipements agricoles qui va voir bientôt le jour, certainement avant la fin de l'année, et qui va réfléchir à long terme comment mettre à la disposition des producteurs des engrais, des semences, des équipements agricoles vraiment en quantité importante et à des prix accessibles. En vue de préparer la campagne de la saison sèche qui s'annonce, le groupement des femmes étuveuses de riz de l'Emouroudougou et des exploitants de la plaine irriguée de Karfigila ont reçu des engrais et des semences. Dans le centre-est, la persévérance des femmes du groupement Sougrinomant de Bitou dans la transformation du manioc en attiqué et autres produits dérivés a fini par payer leur engagement dans cette activité. Elles viennent de bénéficier d'une unité de transformation qui devrait améliorer leur production et la rendre plus compétitive sur le marché. C'est au programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural que les femmes doivent leur soulagement. Amadou Marcel.
Du manioc, on obtient de l'attiéké, du tapioca, du placali, de l'amidon et même du gari après une phase de pulchage et de séchage. Produit sur 2500 hectares, le manioc est devenu de nos jours une culture de rente à Bitou. Depuis 4 ans, les femmes du groupement Sougrinoma de Bitou ont fait de la transformation de ces tubercules leur gagne-pain quotidien, avec des équipements simples composés de mesurettes, de tamis, de râpeuses et de ces cailloux utilisés comme presse. Bon, après le manioc, il faut laver, éplucher, passer à la broyeur, broyer. Après, il y a aussi, il faut mettre du ferment, un peu de lou rouge, mélanger. Et bon, avant d'avoir ça, il faut presser, enlever l'amidon. Après, vous posez, faire le ferment. Le lendemain seulement, vous passez à la presse. 2 ou 1 semaine après, bon, vous pouvez faire la kéké. Mais la pâte d'akeke peut se réserver pendant 6 mois si c'est bien fait. Dès le début, ce n'était pas facile, puisque c'était manipulé à la main. Et là-bas, c'était les membres du groupement qui se cotisaient pour pouvoir s'acheter des matériels de transformation. Dès le départ, c'était 2 sacs par semaine. Par mois, bon, on peut gagner 25 000. Aujourd'hui, cette nouvelle broyeuse et cette nouvelle presse ont permis d'augmenter la capacité et d'optimiser le processus de transformation avec l'appui du PASPRU. Le PASPRU, c'est le programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural. C'est un programme qui est mis en œuvre par le gouvernement du Burkina Faso avec l'appui d'un de ses partenaires financiers et techniques, le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Le PASPRU a été mis en œuvre pour lever un certain nombre de difficultés que les micro-entreprises rurales connaissent. Le groupement Sougrinoma a été repéré et au cours de notre campagne de repérage en 2013 et compte tenu de son dynamisme, le PASPRU a aussi mis à leur disposition cette unité de transformation artisanale que vous voyez. Cette nouvelle unité de transformation du manioc, le groupement dispose désormais d'une marge de progression supplémentaire, soit une capacité de transformation de 5 tonnes par jour. Les femmes entendent faire la promotion du manioc sous toutes ses formes, une mesure qui devrait éviter les importations de produits dérivés et participer à l'autosuffisance alimentaire. À Banfora, les autorités communales appelées à redoubler d'efforts dans l'assainissement de la ville. Insuffisance d'infrastructures pour l'évacuation des eaux pluviales, quasi-inexistence d'un système d'assainissement urbain rendent la vie un peu difficile par endroits dans la cité du Paysannois. C'est ce que nous dit Simplice Barou. Des routes impraticables, surtout pendant la période de l'hivernage, des voies d'accès pratiquement inexistantes, des rues confrontées à l'érosion ou transformées en des décharges d'immondices. La prudence est de mise lorsqu'on veut entreprendre un déplacement d'un quartier à l'autre. Des habitants de la ville de Banfora disent vivre un calvaire. À Banfora, il faut noter que ce qui est déplorable, c'est l'état des voies. Par exemple, vous-même vous constatez aujourd'hui que il a plu hier, que la voie vraiment est impraticable. Il faut négocier pour passer. Toute la voie est dégradée et il n'y a plus de passage. Les eaux ont même emporté des maisons. Des latrines sont pleines d'eau parce que l'eau ne coule plus. Des lotissements effectués il y a une dizaine d'années n'ont jusque-là pas vu l'ombre des engins de terrassement pour la tracée des voies d'accès selon ce citoyen. J'habite ce quartier depuis le 10 octobre 1973 et il n'y a jamais eu d'engin de terrassement pour arranger cette route. Nous demandons aux autorités communales de nous aider. La dégradation de la voirie et l'absence d'un véritable système de ramassage et de traitement des ordures ménagères enlèvent quelque peu du charme de la cité du Paysannois. Face à cela, les populations s'organisent. Elles prennent l'initiative de réaliser quelques travaux de réfection avec les moyens de bord par souci de sécurité. Il y a eu un accident mortel sur cette route ce matin. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés pour arranger la route.
Depuis longtemps, les autorités de la ville nous ont déguerpis sous prétexte qu'ils allaient bitumer la voie. À notre grande surprise, c'est de la terre rouge qu'ils ont versée sur la route. Et voilà qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de passage. Des efforts ont été faits pour construire des infrastructures routières de qualité à travers le bitumage de quelques voies et la réalisation de caniveaux d'évacuation des eaux de pluie à travers la ville. Il n'en demeure pas moins que les regards des populations sont tournés vers les autorités communales afin qu'elles puissent améliorer leur cadre de vie. Autre chose à présent, c'est déjà la rentrée au Prytanée militaire du Kadiogo. Les anciens enfants de troupe des promotions 1994 à 2014 jouent les parrains pour la nouvelle année scolaire. Évariste Kombari a suivi Nazira Tinto dans sa marche vers le PMK. Elle ressemble à un garçon, mais c'est bel et bien une jeune fille. Avant son départ pour le PMK, la famille est aux petits soins et l'aide à ranger sa valise. Je suis contente et triste. Je suis triste parce que je vais quitter ma famille. Pourquoi tu es contente? Parce que j'ai eu mon PMK. Son départ va laisser un vide dans la famille. C'est mon assistante, c'est elle qui m'aide à faire mes travaux ménagers et à s'occuper de ses frères. Naturellement, elle va me manquer. Nous sommes aux messes des officiers. Ici, la jeune élève retrouve d'autres camarades admis comme elle au Prytanée militaire du Kadiogo. Je vais devenir médecin pour soigner les gens. Je leur dis de ne pas s'inquiéter parce qu'ils pourront venir me voir. Les parents sont priés de se retirer. Les enfants, quant à eux, prennent place dans ce car. Direction le PMK. Kambangre, un autre arrêt. Cette fois, il faut troquer ses vêtements de civil pour la tenue militaire. Commence alors pour toutes ces recrues une nouvelle vie. Ces bleus rejoindront le PMK à pied, situé à quelques 5 km. Il y a 20 ans, le capitaine Tako était dans la même situation que ces jeunes. Aujourd'hui, officier de l'armée, lui et sa promotion de 1994 ainsi que la promotion de 2004 reviennent en parrain pour introduire leurs filles au PMK, l'école qu'ils ont eux-mêmes fréquentée. Oui, je pense que c'est une chance pour chacun de ceux qui sont ici d'être dans cette école prestigieuse. Et vous avez vu, on s'est retrouvés entre promotionnaires. Il y en a qui sont militaires comme moi, il y en a qui sont ici dans la vie civile. On est toujours en contact. C'est une grande école, c'est une école d'excellence. Je les encourage à persévérer. Que le conseil que je leur donne, c'est de travailler et d'être discipliné. Parce que, bien sûr, vous pouvez avoir les meilleurs résultats scolaires et ne pas être autorisé à rester à l'école pour faute d'indiscipline. Le Prytanée militaire du Kadiogo est une école vieille de plus de 50 ans. C'est tout récemment qu'elle a ouvert ses portes aux jeunes filles. Les promotions de 1994 à 2004 qui jouent les parents cette année au PMK. Et puis, en prélude à la rentrée scolaire, le syndicat des travailleurs de l'action sociale a tenu sa journée syndicale hier, 13 septembre, occasion de débattre de la situation politique nationale en vue de mieux positionner la lutte pour la prise en compte des préoccupations des travailleurs de l'action sociale. Bikaba. C'est dans un contexte sociopolitique complexe que se tient la journée syndicale 2014 du syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS. Pour ce faire, les échanges seront centrés sur l'actualité brûlante du pays. Cette rencontre se tient dans un contexte de rentrée d'abord. Et vous n'êtes pas sans ignorer que, avant tout, nous sommes des enfants du peuple. Et les enfants du peuple sont confrontés à un certain nombre de difficultés sur le plan scolaire. Et on a besoin de se retrouver pour échanger autour de ces questions, échanger autour de la question de la situation nationale. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas toujours évident que le peuple est véritablement pris en compte dans le débat politique qui se mène actuellement. Ils vont aussi faire le bilan des tournées effectuées au cours de l'année par le SYNTAS en collaboration avec d'autres organisations syndicales.
on a effectué des sorties. Il nous appartenait, nous au niveau de notre syndicat, de faire le point de ces sorties, évaluer quels ont été les apports nouveaux que les gens ont eu par rapport à la lecture politique qu'il faut avoir des événements actuellement, et passer ensemble les questions brûlantes de l'heure. Je vous avais parlé tantôt de la question de l'éducation. Et pour préparer avec sérénité le mois d'octobre qui va démarrer et qui s'annonce véritablement effervescent. L'objectif de cette journée, c'est d'élever le niveau du débat national au sein de leur structure afin d'adopter des positions qui veillent aux intérêts des travailleurs et de la population, a souligné le représentant du Bureau national. Des étudiants qui affichent leur volonté à aider à barrer la route au virus Ebola au Burkina Faso et en Afrique. L'équipe du magazine scientifique Campus Info annonce la mise en place d'une cellule scientifique contre Ebola sur le continent africain, un engagement pris lors de la présentation de la dernière parution du magazine d'information scientifique. C'est Sylvestre Da. Et de 3 pour les magazines scientifiques et universitaires Science Campus Info. Dans ces numéros, Siakago et ses rédacteurs font les points des avancées technologiques au Burkina. Santé, agriculture, astronomie, économie, bref, ces journaux de pièces, les différentes thématiques qui vous semblent superflues. Science Campus Info est donc un magazine scientifique et universitaire qui est composé de publications scientifiques. Les publications scientifiques sont des articles qui sont validés par un conseil scientifique. Et le conseil scientifique, en fonction des thématiques abordées, présente un comité de lecture. Et c'est le comité de lecture de façon anonyme qui valide l'article avant que cela ne passe dans les colonnes de Science Campus Info. Il y a les informations de façon générale que nous reprenons dans les autres magazines partenaires et aussi que nous faisons passer sous forme de petites informations à l'endroit du grand public. Le magazine Science Campus Info a officiellement lancé ses activités le 12 juin 2014. Il entend prochainement étendre sa distribution à l'international dans des pays tels que la France et la Russie. Permettre aux futurs pèlerins du Hajj 2014 d'apprendre le bon geste à avoir durant leur séjour en terre sainte de l'islam, un geste qui leur permettra de passer un pèlerinage sans difficulté à la Mecque. C'est l'objectif de la formation organisée à leur profit à Ouagadougou hier samedi. Des précisions avec Bouma Ernest Nebier. S'il vous plaît, suivez, s'il vous plaît. Ces musulmans sont en train de se préparer pour le Hajj 2014. Cette mise en scène représente ici les gestes qu'ils doivent observer durant leur séjour à la Mecque. Avec cette simulation initiée par cette agence, ces 1000 pèlerins vivent déjà les réalités de la Mecque. Cette formation a été voulue pour quand même matérialiser ce qui s'est fait déjà dans les agences. Il faut rappeler que toutes les 7 agences organisent des formations théoriques au sein de leur agence. Mais nous avons jugé nécessaire, compte tenu de l'expérience qu'on a, qu'il était important de faire la pratique ce matin pour donner plus de vision, plus de possibilités pour que les pèlerins, une fois à la Mecque, ne soient pas perdus par rapport à un certain nombre de rites. Il s'agit pour nous de reprendre les rites de façon pratique avec les pèlerins et en répétant tout ce qui doit être fait sur tout le circuit pour jusqu'à la fin, pour dire que si vous faites ça, votre Hajj est agréé, Inch'Allah. Le passage à l'état de sacralisation à la Tawaf al-Ifada, Kaaba, Safa, Marwa et Mina ne sont plus méconnus par ces pèlerins. Ils partent déjà avec les images de ces lieux en tête. Après la phase théorique, nous sommes ici ce matin pour l'assimilation, pour essayer de voir concrètement comment nous pouvons aller bien accomplir le rite pour avoir l'agrément de Dieu. Voilà, donc c'est pour ça ce matin nous sommes là pour pouvoir effectuer comme si nous étions au Hajj. Moi j'ai bien apprécié puisque nous avons d'abord une première phase de théorie où ils nous démontraient et ici c'est la démonstration. Vraiment je suis satisfaite. Cette formation leur permettra de mener à bien le Hajj à la Mecque. En rappel, le premier départ des pèlerins burkinabés est prévu pour le 17 septembre 2014.
Décédé le 12 septembre dernier, El Hadj Mahamadou Georges Sanogo a été inhumé ce jour au cimetière municipal de Ouagadougou. Un hommage lui a été rendu par les autorités qui l'ont fait chevalier de l'Ordre national à titre posthume. Maxime Zongo. C'est dans le recueillement et la prière que les parents, les amis, les connaissances et les autorités ont dans la solennité rendu un dernier hommage à l'illustre disparu à son domicile. Avant la levée du corps pour l'inhumation, Mamadou Georges Sanogo a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national à titre posthume. Notre administration moderne lui doit en partie son dynamisme actuel et il était juste que le président du Faso lui décerne à titre posthume une distinction honorifique et c'est avec honneur que j'ai procédé à cette brève cérémonie au nom de l'État. Après le culte religieux, le cortège funèbre s'est ensuite ébranlé direction le cimetière municipal où le défunt a été inhumé dans l'intimité des siens au caveau familial. Ce qu'il faut retenir de Georges, il était humain. Il donnait, il disait la vérité. Et à des moments donnés, il savait oser. Âgé de 80 ans, Mamadou Georges Sanogo s'en est allé après une vie bien remplie. Docteur en économie du développement, cet ancien cadre de l'État a occupé de hautes fonctions. Il fut entre 1978 et 1980 ministre du Plan et de la Coopération internationale dans le gouvernement de la Troisième République. Mamadou Georges Sanogo laisse derrière lui 2 veuves et 4 enfants. Et en sport, on va parler du spécial olympique 2014, les Jeux nationaux pour personnes ayant un handicap intellectuel qui ont connu leur dénouement hier dans l'après-midi au stade municipal de Ouagadougou. Environ 300 athlètes ont montré qu'ils ont des talents à revendre malgré leur handicap. Les athlètes se sont mesurés dans plusieurs disciplines sportives. En finale de football, c'est l'équipe de Boussé qui a arraché la victoire à celle de Gawa. Sougrinoma Ibrahim Djigima. Spécial Olympics 2014 dans la cuvette du stade municipal de Ouagadougou. Ce sont les Jeux nationaux pour personnes vivant avec un handicap intellectuel. Et pour la 2e fois consécutive, c'est le président de l'Assemblée nationale qui en est le parrain, le tonton, comme on l'appelle affectueusement ici. Notre société doit pouvoir s'organiser pour que tous les citoyens puissent jouir de leurs droits. C'est un devoir pour nous de les accompagner dans tous les domaines, social, économique, sportif et j'en passe. Pendant 2 jours, ce sont environ 300 athlètes spéciaux venus de 10 régions du Burkina Faso qui ont compéti dans 4 disciplines comme l'athlétisme, le judo, le cyclisme et le football. Et à l'heure du bilan, c'est un satisfecit qui se dégage. Je veux constater que le spécial olympique relevait un défi par ces compétitions, montrer aux personnes et à nos frères atteints d'un handicap mental qu'ils sont comme les autres. Ils ont joué et ils ont gagné. C'est toute la jeunesse burkinabé qui a gagné. Nous avons atteint notre objectif. La finale en football oppose l'équipe de Boussé à celle de Gawa en blanc. Un but partout au terme du temps réglementaire et c'est finalement Boussé qui l'emporte 3-2 à l'issue des tirs au but. En levée de rideau, des équipes mixtes de députés et de ces athlètes spéciaux ont donné à voir du beau spectacle au public. Ces Jeux nationaux pour personnes ayant une déficience intellectuelle ont également été l'occasion de leur établir des cartes nationales d'identité burkinabé. Elles serviront par exemple pour le prochain voyage à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique, où ces athlètes spéciaux burkinabés prendront part aux Jeux mondiaux de Special Olympics en juillet 2015. Et puis, hors de chez nous, la France soutient moralement et financièrement les pays de la sous-région touchés par le virus
l'Ebola. Paris débloque 9 millions d'euros pour aider à combattre la maladie à Ebola, annonce faite par la secrétaire d'État française au développement qui séjourne à Conakry comme pour montrer que les pays touchés par le virus ne doivent pas être isolés. Retour au Burkina Faso pour une touche musicale pour fermer ce journal. Et nous allons nous intéresser à l'une des grandes voix de la musique burkinabé. Amity Meria fait aujourd'hui figure de doyenne dans le domaine malgré son jeune âge. En 24 ans, la vie professionnelle, l'artiste a produit 7 albums dont le dernier, Djanto, est sorti cette année. Évariste Kombari nous dresse le portrait de la seule lauréate du Koundé d'or. Amity Meria n'a pas encore l'âge d'Aïcha Kone, mais déjà à son âge, elle fait partie des doyennes des artistes musiciens de son pays, le Burkina Faso. Tout commence pour elle à l'université de Ouagadougou. Étudiante, elle fait son entrée dans la musique par effraction. En venant manger au restaurant universitaire, j'entends de la musique et c'était dans la salle juste à côté. Et donc avant de me faire servir, j'ai fait juste un petit tour pour voir ce qui se passait et écouter. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai vu que c'était des camarades étudiants qui étaient en train de jouer de la musique. Et je me rappelle ce soir, c'était un jeudi soir, et je me suis amusée à prendre un micro, à mimer une chanson. Et finalement, tout le monde s'est dit non, mais viens avec nous. Et c'était comme de l'amusement et finalement, je me suis retrouvée dans la musique. Sa licence de lettres en poche, Amity Meria, s'adonne à l'enseignement du français dans les lycées et collèges de la place. Mais très vite, sa passion pour la musique prendra le dessus. Il a fallu que je fasse le choix entre continuer dans l'enseignement et continuer dans la musique. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à faire les deux. Voilà. Amity Meria puise en effet dans le vivier culturel national pour nourrir ses créations musicales. En 24 ans de carrière musicale, Amity Meria a produit 7 albums. 7 albums riches et variés, ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de l'enfermer dans un genre musical. Il y a tellement de genres de musique que finalement, ceux qui nous ont précédés, des philosophes plus grands que nous, ont conclu qu'il serait bien tout simplement qu'une musique prenne la nationalité de son auteur. Et donc, en tant que burkinabé, je fais de la musique burkinabé. Voilà. Artiste musicienne, Amity Meria vient d'ajouter une corde à son arc, le cinéma. Elle joue dans le dernier film du réalisateur burkinabé, Ibrahim Olokunga. Je tenais le rôle d'une mère, d'une veuve. Et mon rôle, je l'ai trouvé assez difficile parce que presque sur tout le film, je suis malade. Amity suit de près l'actualité politique de son pays. L'artiste invite les acteurs de la classe politique burkinabé à faire preuve de responsabilité. C'est vrai que je ne fais pas la politique, mais j'appelle tous ceux qui sont actifs dans le domaine de ne pas perdre de vue que le plus important pour nous, c'est de préserver cette paix. Cette paix, parce que tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut plus rien faire. Avec son 7e album, Djanto, Amity Meria est donc une sérieuse concurrente pour le prochain Koundé. Voilà, on s'arrête là pour le grand journal de ce dimanche. Toute l'équipe du 20h se joint à moi pour vous dire merci à vous de nous avoir accueillis chez vous toute cette semaine. Excellente soirée à tous et à toutes et une très bonne reprise de travail pour demain.